Salut, aujourd'hui on est avec Edouard. Il va se présenter, il va te dire ce qu'il fait dans la vie, comment, peut-être un petit peu comment est-ce que tu gagnes aussi ta vie avec la photographie, je crois, mais surtout parler de tout l'aspect artistique qui tourne autour de ta photographie de mode. Avec plaisir. Bref, c'est parti maintenant, on y va, let's go. Salut Edouard. Salut. Ravi d'être ici déjà, merci pour l'invitation. Je précise. Ravi de t'avoir avec nous. Dis-nous, voilà, présente-toi un petit peu, présente-nous l'humain qui est un peu derrière... Le monstre, la bête. Voilà, je te montrerai les photos d'Edouard un tout petit peu après dans la vidéo, tu verras. Ok. Mais présente l'humain déjà. Ok, donc moi c'est Edouard, je suis français, résident en Allemagne maintenant, donc bon, principalement travaillant au Luxembourg et en Allemagne en grosse majorité. Photographe, parce que moi, quand même. Pour ça. Quel âge tu as? Entre 35 et 40 ans, je crois 37 de mémoire. Okay. Ouais. Okay. Je suis, alors c'est difficile d'expliquer ce que je fais exactement en photo, mais on a un peu réfléchi et on dirait en gros peut-être photographe éditorialiste. Ok, donc dans la mode? Oui, entre autres, portrait, mode, reportage, éditoriaux. Donc, du coup, on entend beaucoup l'aspect, quand tu dis photo de mode, photo édito, etc., ouais. Corporate, on entend beaucoup l'aspect business. Oui. Mais tu as aussi l'aspect artistique. Est-ce qu'il rejoint tout ce que tu viens de dire? Oui. Comment ça se définit dans ta pratique? C'est simple en fait, dans la mesure où la philosophie, surtout quand on est photographe éditorialiste, c'est de se dire il faut que le client vienne chez nous en nous disant qu'est-ce que tu peux faire pour nous, plutôt que quelqu'un qui vienne en nous disant on a besoin de ça et ça, et prends-le en photo pour nous. Ouais. Donc il y a vraiment une espèce de démarche derrière aussi qui est de l'ordre de, on dirait, de la direction artistique. On nous laisse beaucoup de liberté, dans le meilleur des cas, ouais. C'est pas toujours le cas, mais... Et voilà, on peut développer des projets avec des visions artistiques pour que ça passe, pour faire passer un message pour un annonceur, pour quelqu'un. Okay. Alors pour toi, c'est quoi la photo de mode? J'ai déjà posé la question dans une vidéo, j'avais fait une vidéo exprès pour que les gens puissent me laisser leur avis. D'ailleurs, je me souviens que tu avais commenté cette vidéo. C'est un domaine qui a l'air... on imagine tous la photo de mode comme on prend des super modèles type mannequin un peu Instagram devant des fonds blancs, on les prend en photo bien éclairées avec des habits un peu amples, ouais. Et ça c'est la photo de mode. C'en est aussi. Hein. Dans le, ouais, l'imaginaire collectif, ouais. C'est un peu comme ça qu'on le voit. Pour toi, qu'est-ce que c'est la photo de mode? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un domaine où naturellement on va avoir besoin pour en vivre, parce que c'est un domaine commercial, hein, a priori. Ouais. Les marques ont besoin de ça pour vivre, pour créer un imaginaire, etc., qui est vraiment important pour faire... qui donne envie aux gens d'acheter, se projettent dans l'imaginaire de la marque et ils se disent « moi j'aime cet imaginaire, en tout cas j'aime ce que la marque me propose, du coup je vais consommer de cette marque-là ». Exact, mais c'est en même temps complètement codifié de la façon dont en fait, ça se passe au moment d'un shooting pour un client. Surtout plus on monte, alors là si on arrive dans les hautes coutures ça devient complètement abusif avec les pratiques, etc. Mais où il y a certaines personnes qui ont pignon sur eux pour décider qu'est-ce qui est de la mode et qu'est-ce qui n'en est pas. Beaucoup vont travailler pour rien, en fait, parce que... gratuitement. Parce que être photographe de mode, c'est un statut aussi. Ouais. C'est quelque chose qui est très très bien vu dans la société, en fait. Être photographe de mode, c'est la classe, etc. Être mannequin et bosser... Exactement. C'est pareil. Et donc ça crée toute une sorte de règles aussi qui sont vraiment très très compliquées à aborder, qu'il faut essayer de contourner ou parfois de jouer avec, etc. Et ça rend aussi l'aspect de photographie de mode passionnante. Ouais. Mais ça reste aussi une pratique artistique. Et malgré tout ça, malgré toutes ces embûches-là, tous ces stéréotypes qu'on peut avoir, tout ça, ça reste malgré tout un cœur artistique qui a en plus cette particularité d'être ancré dans le temps. C'est-à-dire que quand tu vas faire une photo de mode, le but c'est de créer quelque chose qui matche vraiment l'esprit du temps de maintenant, voire de demain. Et qui va être très rapidement oublié, ouais. Mais qu'on va pouvoir inscrire dans une période. C'est-à-dire qu'il y a eu les photos d'il y a 10 ans, il y a 8 ans, etc. Et à chaque fois, des styles qui se développent, ça permet de suivre une espèce d'évolution de la société en général, des codes qui sont... Okay. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Donc finalement, la photo de mode, c'est un marqueur du temps. Oui. D'un marqueur du temps actuel ou légèrement futuriste. Dans l'idéal, des propositions artistiques, voilà. En tout cas, oui. Et du coup, ensuite, quand tu regardes des photos qui possèdent des vêtements ou un style artistique, tu peux éventuellement dater... dans l'idéal, hein. Ouais. Dans l'idéal. Ok, c'est intéressant comme vision. Tu me parlais aussi de
fashion photographie, nous en français, on n'a que le terme la photographie de mode, mais en anglais, on parle de fashion photographie ou de photography of fashion. Oui. C'est quoi la différence? Je la trouve super intéressante. En anglais, en fait, on a la possibilité de faire cette distinction-là, qui n'est pas faite toujours. Donc il y a toujours l'amalgame, etc. Mais au moins, on a la possibilité de le faire à partir du langage. Photography of fashion, tu voulais savoir d'abord. Ouais. Photography of fashion, ce serait vraiment, on a de la mode, c'est-à-dire des vêtements, des modèles, à prendre en photo. Alors dans l'exemple le plus banal, ça va être des photos de catalogue, ça va être une campagne de pub, etc. Où on doit prendre des photos de la mode. L'inverse, c'est fashion photographie. C'est pas vraiment l'inverse, c'est complémentaire, mais j'expliquais tout à l'heure, en fait, une personne qui va faire du design de mode, en fait, va utiliser le médium du tissu, des matériaux éventuellement, des techniques de couture et va, à partir de ce matériau de base, créer un objet de mode. Alors vraiment, c'est une espèce de nébuleuse, c'est un objet de mode, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment tangible, mais qui répond à tous ces critères dont on a parlé précédemment. La fashion photographie, c'est exactement la même chose en fait. C'est en utilisant un appareil photo, en l'occurrence, on a la possibilité de créer un objet de mode qui va prendre la forme d'une photo. Et ça n'inclut pas forcément une belle robe, ça n'inclut pas forcément un modèle, ça n'inclut pas forcément une grande marque, etc. Mais il y a un esprit de mode qui correspond à ce critère d'ancrage dans le temps et de correspondance avec l'esprit du temps aussi, qui est vraiment important, qui fait que c'est une fashion photographie. Okay. Donc si on résume un petit peu, on pourrait dire que la photographie of fashion, c'est une boîte qui a souvent des besoins de communication. Oui. Et elle utilise un photographe, et toi, en tant que photographe de photographie of fashion, tu vas prendre en photo cet objet pour le mettre en valeur de la meilleure manière possible, ou en tout cas de la manière dont la boîte souhaite communiquer. Nous, on veut communiquer dans cette direction artistique, donc tu réponds à ce truc-là. Oui. Et la fashion photographie, c'est la photographie de demain. C'est essayer de, pas trouver, mais plutôt créer les tendances. Quelle sera la photographie de demain? C'est ça. On t'a ramené ici ton portfolio papier, très impressionnant, il est au format A3. A3, ouais, ça. Ok, alors, toi, tu le verras pas forcément, je vais quand même l'ouvrir. Mais les gens, en fait, se rendront pas compte de la taille qu'il fait. Oui, si tu le mets debout, là, ça... Voilà. Là, tu peux le voir un petit peu comme ça. Je t'assure qu'il est lourd. En tout cas, quand je regarde ça, pour moi, il n'y a aucun doute. Je regarde ça, voilà. Je vois que c'est ton style, il n'y a aucun souci. À part ça, peut-être. Impératifs commerciaux. Voilà. Moi, je reconnais moins Edouard là-dedans, mais par contre, je le reconnais sans aucun souci sur des photos. Voilà, sur des photos comme ça, sans problème. Là-dessus aussi, voilà, je reconnais ta patte. Comment est-ce que tu penses que tu as trouvé ta patte? Je sais que tu considères peut-être pas avoir atteint le but ultime de ce truc-là. Mais c'est vrai que moi, quand je regarde tes photos, pour moi, il n'y a aucun doute sur la question. Donc, comment est-ce que tu penses être arrivé sur ce chemin-là, ou en tout cas, tu vois, avoir réussi à te démarquer et avoir ton propre style? Oui, alors pour moi, c'est vraiment important de parler d'évolution organique ici, en fait. C'est quoi organique? Alors organique, c'est, on va dire que pour moi, la pâte, c'est mon opinion, après il y aura peut-être d'autres avis là-dessus, mais je pense que ça ne se développe vraiment que concrètement qu'en shootant sans arrêt le plus possible et que ça se fait tout seul en fait. Je pense que ça va se faire tout seul chez tout le monde, j'en suis persuadé. Je pars du principe qu'il n'y a pas de... J'étais pas talentueux quand j'ai commencé, du tout. Du tout. Après, ce que je suis aujourd'hui, c'est un autre débat. Mais je veux dire, je vois les photos aujourd'hui de l'époque, mes premières photos, je vois quand tu avais fait ta vidéo, tu avais montré tes premières photos, elles ont déjà à des années-lumière de ce que moi j'avais au tout début, quoi. Ouais. Mais j'ai bossé en fait. J'ai énormément shooté, j'ai fait des tonnes de shooting, j'ai fait des erreurs monumentales, mais des centaines de fois. J'ai des disques durs remplis de déchets, remplis. Et en fait, à force de shooter, tu vas te rendre compte qu'il y a des trucs que tu aimes et que tu n'aimes pas, que tu n'aimes plus, que ça évolue. Certaines choses que tu ne sais pas faire et que tu n'arriveras jamais à faire, mais parfois c'est une contrainte qui va te permettre de développer aussi ton style. C'est pas grave de ne pas savoir faire quelque chose. Ça te donne un cadre et ça te permet d'être plus créatif dans cette petite boîte-là. Et à force des années, on finit toujours par développer son style et sans même s'en rendre compte, quoi. Tout à l'heure, tu m'as parlé un petit peu de mon style, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à... Oui, je vois bien qu'il y a quelque chose avec les couleurs, certaines fois, et peut-être avec les motifs que je choisis, certains sujets que je ne ferai pas parce que ça ne m'intéresse pas, même en mode, hein. Même dans mon champ très précis de trucs que je fais vraiment quand j'en ai vraiment envie, il y a des choses qui ne m'intéressent pas.
Et ces choix, tous les choix que tu vas faire au fur et à mesure de ton évolution vont définir ton style à terme. Mais il faut shooter des kilomètres. Ouais. Bon, ça, effectivement, je suis totalement d'accord. Ça sert à rien de lire beaucoup, de regarder plein de vidéos YouTube sur comment est-ce qu'on fait pour trouver son style. La base, c'est quand même ça. C'est quand même shooter énormément. Moi, je compléterais aussi peut-être en me disant, moi, je me pose des questions. Après, je ne sais pas si ça pourrait être un conseil universel pour tout le monde, mais se poser des questions, c'est essayer de prendre conscience de ce que tu aimes et de ce que tu détestes. Oui. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, il y a des choses que j'aime et des choses que j'aime pas. Les choses qu'on déteste nous définissent autant que les choses qu'on aime, tu vois. Donc, choisir de dire non à un type de lumière ou à un type de direction artistique ou à un type de projet, ça fait partie de ton style. Exactement. Je rebondirais même là-dessus en disant que c'est pour moi presque fou de chercher son style. Parce qu'en fait, pour moi, c'est une prison, en fait. C'est quelque chose qui, une fois que quand tu shootes pendant des années, que tu as développé ton style, c'est tellement dur de faire autre chose et d'explorer de nouvelles branches. Enfin, c'est pas difficile en soi, mais quand tu vas, par exemple, te mettre à faire des portraits un peu différents, etc., où tu aimerais explorer une autre direction, tu te rends compte que ton style, en fait, il te rattrape toujours. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, pour moi, c'est une contrainte, quoi. Donc, je sais que c'est attrayant de voir des photographes dans des galeries qui ont toujours le même style pendant 60 ans de carrière, etc., qui ont fait un travail monstrueux, etc. Mais il faut aussi se dire que c'est une contrainte gigantesque. Est-ce que tu penses pas que ça peut te brider de trouver ton style et de trop mettre des mots dessus? Moi, je te dis, ok, alors toi, ton style, c'est... on retrouve toujours un rouge qui tend légèrement vers le orange. Ouais. On retrouve toujours... un cinquième de la photo avec un truc bleu. On retrouve toujours ce schéma d'éclairage avec le visage très illuminé et éventuellement une petite backlight un peu comme tu as ici en ce moment. Le problème, c'est que si tu prends trop conscience de ça, la prochaine fois que tu seras sur un shoot personnel, un édito ou un truc comme ça, peut-être que tu auras des envies d'expérimenter autre chose et que ça pourrait ressortir comme ton style, mais tu vas te l'interdire en te disant non, mais moi, mon style, c'est pas ça. Mon style, il faut que je rajoute une backlight. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça peut pas être justement... Mais maintenant que tu me l'as dit, là, tu vois, je vais essayer de faire attention à enlever un cinquième de bleu. C'est dangereux. Mais oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et je me suis forcé, là, j'ai eu un shooting l'été dernier où je suis parti justement avec des amis, deux amis à Etretat, une modèle pro et une maquilleuse pro. On est parti à Etretat 4 jours. On a fait une série de photos que j'adore, où il y a 100 photos différentes, toutes plus jolies les unes que les autres de mon goût personnel, quoi, où je me suis... Et là où je me suis forcé à jamais sortir un seul flash ou un seul réflecteur de mon sac, quoi. Et c'était un des objectifs de base. Un autre objectif, c'était un impératif commercial, dans le sens où il fallait que je produise aussi une série de photos qui soit plus... au pire, si tu as déjà montré quelques photos de moi ici ou là, c'est catégorisé dans la, on va dire edgy, c'est le meilleur mot. Comment tu dis? Edgy, c'est-à-dire que c'est à la limite, mais ça veut pas être, c'est pas provocateur, mais c'est à la limite du sens commun, c'est-à-dire que c'est à la limite où on risque d'avoir trop de gens qui ne vont pas aimer. J'ai été là-bas et je me suis forcé à shooter des photos plus classiques. Que je trouve toujours belles, qui ont toujours mon style, j'espère, mais parce qu'il fallait pour mon portfolio, pour des impératifs commerciaux, parce qu'il faut voir des agences, il faut leur montrer aussi qu'on est capable de faire des trucs pour des magazines, pour monsieur ou dame de 50 ans plus, c'est aussi, ça fait partie du jeu, hein, et voilà, quoi. Et en forçant ça, je me suis découvert d'autres intérêts aussi que j'aurais pas fait si je m'étais pas forcé à me mettre cette contrainte-là supplémentaire. Donc finalement, tu as ouvert les champs de ce qui était ton style, en testant d'autres trucs. Donc on va dire que ton style, c'est une partie de tout ce qu'il est possible de faire en photographie. Et tu as un petit peu été chercher autour et tu t'es rendu compte que parmi ceux autour, peut-être qu'il y a des choses auxquelles tu adhères et d'autres auxquelles tu adhères pas, et donc tu rajoutes ça à ton arsenal en quelque sorte. Exact. On se rend compte d'un point de vue technique en se développant en tant que photographe que on est limité par notre technique en fait. On n'a pas l'argent pour acheter 16 flashs, on n'a pas forcément un grand studio ou je sais pas quoi. Et en fait, on apprend à faire avec ce qu'on a. C'est vraiment important. Alors je sais bien que c'est une question qui travaille beaucoup les viewers en général, de savoir quelle caméra acheter, quelle lentille, etc. Et je pense que c'est important au début, parce que ça coûte tellement d'argent qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui te guide au début. C'est juste qu'en fait, il ne faut pas tomber là-dedans. Il faut, une fois que tu as trouvé un ou deux trucs qui te vont, qui sont suffisamment bons, utilise-les et tire le meilleur de ce que tu as.
Et cette contrainte-là, en fait, tu peux l'avoir en studio où tu vas développer ton propre style parce que tu n'as pas accès à ce que lui fait, parce qu'il a 60 lampes. Mais toi, tu vas essayer de faire la même chose que lui avec moins et ça va te faire quelque chose de différent et ça sera ton style aussi. Et après, en te mettant tes contraintes à toi-même, tu peux développer aussi... tu arriveras à trouver, là en l'occurrence, pas de réflecteur, pas de flash, alors que j'en utilise tout le temps. Voilà. Okay. Tu parlais de à un moment, quand tu es assez satisfait, c'est juste de creuser en fait et d'arrêter de s'embêter à trouver un meilleur boîtier, acheter plein d'autres objectifs, etc. Moi j'ai souvent vu le cas un petit peu autour de moi. J'ai en tête 2-3 amis photographes qui couvrent toutes les focales de 14 à 200 mm. Tu vois ce que je veux dire? 14-24, 24-70, 70-200, tout en 2.8, plus avec des focales fixes, ça veut dire des prime lens. Évidemment. Voilà, tout avec des focales fixes un peu partout. Et finalement, c'est pas ces photographes-là, ceux-là n'ont pas trouvé leur style, ils font toujours des photos, pas de débutants, mais des photos très classiques, voire même juste de la photo souvenir. Alors que moi aujourd'hui, je n'ai qu'un 35 et un 85, donc je couvre absolument pas toutes les focales de 14 à 200, il y a des trous partout, mais par contre avec mon 35, je peux tout faire. Je peux faire du portrait, alors que théoriquement, sur internet, tu verras partout qu'on fait pas de portrait au 35 mm. Les mariages, je couvre 80% du mariage avec un 35 mm. Le studio, le 85 mm me suffit largement, j'ai pas besoin d'avoir, tu vois. Et finalement, juste utiliser tout le temps ces focales-là, quand j'ai mon 35 qui est vissé sur mon appareil photo, j'arrête de me poser 1 million de questions. Juste, je me dis, il est en train de se passer ça devant moi, je sais où me mettre et mon esprit garde de l'énergie pour réfléchir plutôt pour anticiper peut-être le prochain moment qui va être là. D'accord. Il y a un nom pour définir un peu ce truc-là, ça s'appelle la fatigue décisionnelle. En gros, la fatigue décisionnelle, c'est... Et je l'ai déjà ressenti, on m'avait prêté un 24-70 2.8. Et j'ai fait une séance photo qui est d'ailleurs sur cette chaîne YouTube, je te dirai pas laquelle, mais un jour je te le dirai. Le 24-70 2.8, pendant 10 minutes, j'ai mis en place, tu vois, je me suis dit, ok, là, on a ce truc-là qui est bien, la lumière est bien, ok, j'ai demandé à la modèle de se poser à cet endroit-là. Et pendant 10 minutes, j'ai tourné autour d'elle sans déclencher, juste, j'étais perdu en fait. Parce que je me demandais en permanence, est-ce que je me rapproche et je me mets à 24 mm, ou est-ce que je m'éloigne et je me mets à 50 ou 70. Et à un moment, c'était trop, j'ai pris l'objectif, je l'ai mis sur 35 mm, j'ai arrêté de le toucher. Et là, toute ma créativité est revenue. Et ça m'est revenu d'un coup, hein, vraiment. Et j'ai fait une série de 5-6 photos et ça m'a pris 5 minutes. Quoi. Donc tu vois, finalement, ce truc, moi, je suis aussi totalement d'accord avec toi. Une fois que tu as trouvé un truc, essaie de le pousser au maximum. Je préfère être confortable avec 1 ou 2 focales plutôt que de me dire en permanence « je peux tout faire ». Oui, je suis... Après, il y a des impératifs commerciaux qui peuvent arriver où tu dois faire certaines choses que tu ne peux faire qu'avec tel type de focale. Mais là, on ne parle pas de ça. Là, on parle de pratique artistique, on parle de trouver son style, etc. Et dans ces cas-là, une lentille suffit. Il faut trouver la bonne, il faut trouver la sienne. Éventuellement 2, allez, mais ça sert à rien d'exploser le budget complètement. C'est un exemple bête, mais quand tu vois les photos, c'est toujours pareil, quand tu vois les photos qu'ils faisaient à l'époque, on parle d'il y a 80 ans, avec des pellicules horribles, des appareils pas réactifs pour dessous, complètement inflexibles, avec une sensibilité minable, et ça n'avait rien à voir avec la netteté, ça n'avait rien à voir avec tout ça, et on ne faut pas oublier ça, quoi. On est là pour prendre des photos, c'est pas une démonstration technique, ça, on s'en fout, tout le monde peut la faire, quoi. Vraiment tout le monde. Est-ce que tu penses que pour trouver son style, c'est... Non, d'abord, je vais te donner mon avis. Vas-y, je t'en prie. Moi, je pense que pour trouver son style, il ne faut pas faire de moodboard. Donc, faire un moodboard, c'est... Tu vas sur Pinterest ou sur Instagram, tu enregistres dans une collection ou sur Pinterest, tu le fais dans un tableau, tu prends 10 photos que tu aimes bien, tu les mets toutes dans le même tableau. Pourquoi est-ce que je ne conseille pas de faire ça? C'est parce que quand tu vas arriver en séance, le risque de faire la moyenne de ces 10 photos, il est trop grand. Donc pour moi, tu n'apportes rien, il n'y a rien qui va venir du fond de toi. Donc tu ne vas pas trouver ton style. Tu vas juste prendre des bouts de style des autres, en faire une boule et le matérialiser avec ta photographie. Donc moi, je considère que si tu veux trouver ton style, tu ne dois pas faire ça. Après, je ne dis pas qu'il faut... Dans ma vision en tout cas, tu nous expliqueras la tienne juste après, c'est pour quelqu'un voilà, qui techniquement est un petit peu avancé, donc ça veut dire quelqu'un qui est un peu intermédiaire. Maintenant, si tu débutes, ça peut avoir un intérêt de faire un moodboard parce que tu vas bien aimer un flou sur une photo ou tu vas bien aimer une composition.
te prendre un mood board pour le recréer, ça peut être intéressant techniquement, mais pas forcément pour trouver quelle est ta démarche à toi. Tu vois. Qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est là que notre position diffère complètement. Pour moi, le mood board, c'est quelque chose d'absolument essentiel. En fait, il ne faut pas oublier qu'il y a des millions de gens qui ont pris des photos avant nous, et il y a des millions de gens qui ont réussi à faire progresser la photographie pour l'amener là où elle en est aujourd'hui. Tous ces gens ont fait chacun une petite, on parlait de briques tout à l'heure, c'est chacun apporte une petite pierre en fait à l'édifice. Et il ne s'agit de pas copier le travail d'un autre. On peut copier évidemment pour apprendre, ça c'est même conseillé à la limite. C'est important de pouvoir voir comment est-ce qu'il a fait, et puis quand on essaie de mettre en place la même chose, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? J'apprends. Voilà, c'est le mécanisme. Après, le mood board, principalement, alors quand on parle de photo éditoriale, déjà c'est essentiel parce qu'on ne travaille jamais seul. En fait, on travaille avec des gens qui s'occupent du maquillage, des gens qui s'occupent parfois de la coiffure en plus, stylistes, etc. C'est une équipe avec laquelle moi je dois communiquer. Si je n'ai pas de mood board, je peux essayer de leur expliquer avec des mots, mais une photo égale, voilà, on connaît tous. Une photo vaut mieux qu'un long discours. Oui, vaut 10 000 mots, il y a plein de... Mais alors, ça permet déjà de montrer, au moins dans un premier temps, dans quelle direction on souhaite aller, pour pas que ce soit la foire. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, en fait, c'est que ça permet, en fait, le mood board en lui-même, il n'est pas spécialement intéressant. En fait, moi, je l'amène avec moi le jour du shooting, mais c'est pas quelque chose à laquelle je vais référer régulièrement. En revanche, la préparation du mood board à la maison, alors un mood board, ça peut très bien être la préparation d'un shooting où on va se mettre, je sais pas moi, 2 heures avec Instagram, Pinterest, des livres photos en l'occurrence, et on va essayer de mettre tout ça ensemble. Mais c'est un process qui dure tout le temps en fait. C'est sans arrêt, regarder dans plein de sources différentes, et alors surtout pas regarder que Instagram ou que YouTube, etc. C'est la mort, ça, c'est fini. Les magazines de mode, les journaux, toutes les photos qui puissent exister sont une source potentielle d'intérêt pour faire un mood board. Ce que je veux dire, c'est que on va pouvoir picorer en fait, non pas des éléments visuels, mais des façons de réfléchir. Je t'ai montré tout à l'heure une photo où on voyait 2 jeunes filles en fait qui sont en train de jouer dans un jardin. Alessandra Sanguinetti, donc une photographe de chez Magnum, une des plus grandes agences de photographes du monde, a fait ce projet en fait où elle photographie 2 petites filles qui grandissent ensemble. On les voit au fur et à mesure des années, toutes petites, à devenir mariées, enceintes, etc., famille. Et il y a une photo, en fait, elles sont dans le jardin, elles jouent à faire une exécution. Alors ça sonne pas très... Mais la photo est jolie, elle est joueuse. Voilà. Et elle tend un faux pistolet en direction de sa copine, et tout au fond, en fait, il y a une barrière de jardin, donc on peut peut-être voir, qui fait la ligne de la balle qui part, etc. C'est une petite technique, c'est un petit élément qui est pas grand-chose, mais qui propulse la photo dans un autre... Et après, ça c'est quelque chose qu'on peut réutiliser dans un shooting, c'est-à-dire que moi je t'expliquais, si on a un modèle qui pointe quelque chose du doigt, qui a une ligne derrière qui part du doigt, ça peut être un élément de réflexion, et toutes ces choses-là, en fait, c'est ça le mood board pour moi. C'est vraiment la façon de réfléchir, les éléments visuels, la façon de les coordonner, etc. Donc finalement, on n'est pas juste sur un « je vais sur Pinterest », je parcours le truc pendant 10 minutes, je me fais mon petit tableau. Donc déjà, on n'utilise qu'un seul canal alors que tu conseilles plutôt de tous les utiliser. Et surtout, en fait, tu t'inspires un peu de la démarche. Donc en fait, quand tu regardes ces photos, tu te dis pas juste « ok, j'aime bien le bleu là, on va partir sur ce bleu là ». Tu te dis plutôt « ok, cette personne, elle a utilisé cette technique pour faire passer son message ». Exact. Pour toi, le mood board, c'est pas juste visuel, c'est aussi des outils que tu vas pouvoir réutiliser. Des éléments de narration, par exemple. Des éléments, ok. Du langage visuel, que toi tu vas pouvoir réutiliser dans tes photographies. Ok. Dans ce sens-là, je trouve que le mood board a beaucoup plus de sens, effectivement. Je vais peut-être le reconsidérer pour mes propres séances photo. Il faut que je réfléchisse. Mais c'est intéressant cette idée aussi de briques, tu vois, de dire l'art photographique qui est assez récent par rapport à beaucoup d'autres arts. Des gens ont posé des briques avant nous et on peut se servir de leurs éléments de narration pour servir nos photographies. Et j'invite à le faire. En général, ça se voit tout de suite, quelqu'un qui... on en connaît tous, des gens qui partent du principe qu'ils ont une inspiration divine et qu'ils ont une espèce d'impulsion qui... Mais c'est faux, on est tous influencés par tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a rencontré, et on est que le résultat de tout ça finalement. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on a, à la création des réseaux sociaux, à la démocratisation des réseaux sociaux, on a fait un peu table rase de tout ce qu'il existait avant en photographie? Comme si
la photographie avait été créée au moment où Instagram et Facebook perçaient. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vais donner un exemple parallèle pour illustrer, mais j'espère que ça va donner une bonne image. J'ai perdu, je t'en ai parlé tout à l'heure, j'ai perdu un relativement gros contrat l'année dernière parce que j'étais en ligne sur le finish, la photo finish avec un autre photographe qui a proposé pour un projet de mode avec des catalogues, des shootings dans différentes villes, etc. Des photos vraiment basiques en fait, d'un modèle, une modèle en l'occurrence, sur un fond blanc, en train de faire une pose un peu complètement standard. Oui. Okay. Le client, je l'ai su après parce que j'ai demandé du feedback, mais le client a vu les deux portfolios. Moi, j'avais mis le paquet sur le créatif, sur des trucs, voilà, je peux faire ça, etc. Et le client a vu les deux et il a dit, ouais, mais en fait, moi, c'est ça, j'ai besoin. Tout simple sur fond. Voilà, c'est ça. En fait, il faut se rendre compte que la plupart des gens n'ont aucune idée de la photographie. Et encore maintenant, je veux dire, j'emmagasine des quantités de photos par jour dans plein de sources. J'ai encore aucune idée aujourd'hui. Enfin, j'espère. Hein. Ça serait dommage. Mais il faut toujours partir du principe qu'on n'a aucune idée et qu'il y a de grandes chances que ça ait été fait avant. Les gens, en fait, ont tendance à se dire « oui, mais ça, c'est unique, etc. » Mais en faisant un peu de recherche, en fait, on peut se rendre compte qu'on peut propulser son propre projet un peu plus loin, juste en fouillant un petit peu. Le problème avec Instagram et Facebook, c'est que ce sont souvent des boucles un peu fermées. Les gens découvrent la photo par ce biais-là et en fait ne se rendent pas compte parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est un travail, vraiment un travail de longue haleine de se renseigner, de mettre des sources différentes. C'est cher aussi, les livres photos, les magazines. Mais à la fin, si on ne fait pas ça, on se mord vite la queue. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être vraiment populaire sur Instagram, qui risque de se pointer dans une agence de pub ou pour une agence de photographe, il va montrer son truc et il dit « bon, t'es gentil, mais ça a été fait il y a 40 ans. Je veux bien que ça marche maintenant sur les réseaux, mais en gros, il faut vraiment faire attention à ça pour moi. La multiplication des sources d'inspiration, pour moi, elle est essentielle. Quand tu es sur Instagram, par exemple, tu bouffes en quelque sorte toute la journée le même style de photo. En plus, Instagram, avec son algorithme, il sent ce que tu aimes, donc il t'en propose davantage. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc en fait, quand tu as des croyances ou quelque chose que tu aimes, tu ne fais que en bouffer de plus en plus. Donc voilà, tu es vraiment dans un réseau très très fermé et tu t'ouvres jamais à... Le plus difficile, c'est de trouver des sources qui... C'est vraiment... Ça paraît contre-productif parce qu'il faut que tu trouves en fait des choses que tu a priori n'aimes pas. Tu expérimentes dans ce que tu visualises. C'est ça, mais il faut tenter sa chance là-dedans et souvent il y a de grosses surprises qui viennent après. Hein. Donc finalement, il faut expérimenter toi-même pour trouver ton style. Il faut expérimenter toi-même avec, tu crées des nouveaux projets, tu testes de nouvelles choses de manière générale et aussi dans la manière dont tu consommes la photographie, expérimenter aussi là-dedans. Tenter d'aller voir une expo, tenter d'aller acheter d'ouvrir un livre d'un grand photographe par exemple, avec que des corbeaux. Je pense à ça parce que tu as ramené, je regarde là-bas, tu as ramené le livre Ravens d'un photographe que j'avais vu à Arles et dans ce livre il n'y a que des corbeaux. Du coup tu dis c'est un... La moitié est mort. Hein. La moitié sont morts. Tu dis quel est l'intérêt de ce truc-là? Et en fait quand tu regardes le livre, tu te prends une claque dans la gueule parce que tu te dis ce mec c'est un fou quoi, il devait être fou de tristesse ou tu vois, pour ne photographier que ça quoi. Bon, sur ce, voilà, j'espère que tu as appris plein de choses. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à me dire ce que tu en as pensé. Voilà. N'hésite pas à nous le dire juste en dessous. Tiens, tu peux aussi aller suivre Edouard, de toute façon j'aurais déjà mis ton Instagram au début de la vidéo. Tu peux aller le suivre aussi sur Instagram si tu veux. N'hésitez pas à me poser des questions aussi, j'adore ça et je réponds volontiers, donc voilà. Sur ce, c'était Chris et Edouard et nous on dit à bientôt. Ciao.